Bonjour, bienvenue dans ce module M2204 qui se déroulera en tout cas pour les cours magistraux en vidéo. Ce format me semble le plus approprié afin que vous puissiez tranquillement repasser l'extrait vidéo si vous souhaitez revenir sur une phrase que je viens d'indiquer. Si je le fais en direct, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de revenir à chaque fois sur ce que je viens de dire. Donc là, vous pouvez jouer évidemment sur la lecture de la vidéo. Donc, au cours de ce deuxième semestre, nous allons voir donc l'imposition des personnes physiques. En gros, nous allons voir comment est calculé l'impôt sur le revenu en France. Ce module va se diviser en quatre parties. Donc la première qui va être la définition et les principes qui régissent l'impôt sur le revenu. La deuxième qui va être de déterminer les revenus professionnels d'un foyer fiscal, à savoir quelle va être la base d'imposition de l'impôt sur le revenu. Troisième partie, ça va être la détermination des revenus du patrimoine, comment détermine-t-on les revenus d'un foyer fiscal au niveau des revenus du patrimoine. Et enfin, la dernière partie, la quatrième, sera l'établissement, c'est-à-dire le calcul, comment calcule-t-on l'impôt sur le revenu et comment l'impôt sur le revenu est-il payé. Première partie, nous allons voir la définition et les principes de l'impôt sur le revenu. Donc, première sous-partie, la définition de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est un impôt. Un impôt, je rappelle ce que c'est, c'est un prélèvement effectué d'autorité par l'État français, afin de subvenir aux besoins de fonctionnement, aux besoins de financement de fonctionnement de l'État français. Donc, l'impôt sur le revenu est un prélèvement qui est calculé sur le revenu global net des particuliers. Donc, un particulier, déjà, qu'est-ce que c'est? Un particulier, c'est une personne physique, vous, moi, vos parents. Et donc, l'impôt sur le revenu est calculé sur les revenus perçus par les personnes physiques. Donc, l'impôt sur le revenu est un impôt qui est calculé sur les revenus perçus par les personnes physiques, vous, moi, vos parents, etc. Il présente cette particularité très importante d'être calculé par foyer fiscal, c'est ce qu'on appelle le foyer fiscal, et non par personne. Donc ce n'est pas fait individu par individu, mais foyer fiscal par foyer fiscal. On y viendra plus tard, mais par exemple, les revenus d'une famille, eh bien, ces revenus-là seront additionnés pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Donc, le père ne paiera pas son impôt à part, la mère ne paiera pas son impôt à part. L'impôt sur le revenu sera calculé par addition des revenus du père, de la mère et éventuellement des enfants. Un principe fondateur de l'impôt sur le revenu, c'est que l'impôt sur le revenu est proportionnel aux revenus du foyer fiscal. Donc, plus les revenus sont importants, plus l'impôt sera important. L'impôt sur le revenu, comme indiqué dans la formule, même si ce n'est pas la vraie formule, attention, c'est juste pour vous illustrer la chose, l'impôt sur le revenu, c'est égal au revenu net global multiplié par le barème d'impôt sur le revenu. Donc, on comprend bien que plus vos revenus sont importants, plus l'impôt sur le revenu sera lui aussi important. Dans la définition, je trouve important quand même de préciser que le taux d'imposition de l'impôt sur le revenu est un barème. Un barème qui fait en sorte que, plus les revenus du foyer sont importants, plus le taux d'imposition est important. Ne retenez pas et ne notez surtout pas le barème que vous voyez sous les yeux, puisque le barème vous sera fourni de toute façon et il change tous les ans. Donc inutile de le noter et encore moins de l'apprendre. C'est juste pour vous illustrer le fait que vous voyez que si vous avez un revenu situé entre 0 et 10 000 euros, le taux d'imposition est de 0%. Si vous avez plus de 157 807 euros de revenus, votre taux marginal d'imposition, et on verra que le fonctionnement du calcul, votre taux marginal d'imposition sera de 45%. Attention, je précise bien que ça fonctionne par tranche. Donc là, vous voyez les tranches au tableau. Par exemple, le taux de 14% s'appliquera sur les revenus de 10 065 euros à 27 794 euros. Le taux de 30% s'appliquera aux revenus supérieurs à 27 700 euros jusqu'à 74 517 euros. D'accord?
le taux qui est présenté là, c'est pas le taux qui s'applique sur l'ensemble des revenus, c'est le taux qui s'applique à la tranche. On y reviendra en dernière partie sur le mode de calcul de l'impôt. Alors, deuxième point du premier chapitre, les caractéristiques globales de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, on l'avait vu au premier semestre, est le deuxième impôt le plus rémunérateur pour l'État. Ainsi, il représente 25% des recettes fiscales, juste derrière la TVA, qui en est la principale source, avec environ 50% des recettes fiscales. Caractéristique également importante de l'impôt sur le revenu, et une particularité assez forte, autant la TVA, on peut facilement dire que tous les Français contribuent à payer de la TVA, autant à l'impôt sur le revenu, ce n'est pas le cas, puisque sur 100 foyers fiscaux en France, seuls 43% payent au moins 1 euro d'impôt sur le revenu. Ce qui signifie évidemment, à contrario, que 57% des foyers fiscaux français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Caractéristique également importante, c'est que l'impôt sur le revenu est un impôt ultra concentré, puisque vous voyez sur ce schéma que la partie grise des foyers fiscaux, donc les 1% des foyers fiscaux les plus riches, payent à eux seuls 30% environ des recettes de l'impôt sur le revenu. Si on élargit aux 10% des foyers ayant les plus hauts revenus, eh bien les 10% des foyers ayant les plus hauts revenus payent environ 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. Donc on comprend bien dès lors que, que le poids des foyers les plus aisés est relativement important dans la contribution aux finances publiques. D'où, des fois, des politiques qui peuvent être orientées plus sur les foyers les plus importants, sachant que, peu de personnes, finalement, représentent un grand pourcentage des recettes fiscales. Donc, effectivement, certaines politiques peuvent être influencées de cette manière, comme par exemple, on peut penser à la modification de l'ISF qui a été remplacée par un autre impôt. Effectivement, on dit, dans l'optique, on se dit, évidemment, plus on réduit leur impôt, plus on a des chances de les conserver sur le territoire français, puisqu'on se rend bien compte que si vous avez les 1% des foyers les plus aisés qui vont du territoire français, eh bien, vous allez perdre 30% de vos recettes fiscales. Donc, vous y réfléchissez évidemment à deux fois. Si nous revenons à la classification que nous avions vue au premier semestre, donc là nous allons le voir dans la partie 3, classification et principes de base, eh bien, souvenez-vous, on classait les impôts selon trois critères, on les classait selon l'assiette, selon en classification administrative et en fonction de la destination, c'est-à-dire quel est l'organisme destinataire. Donc, si on reprend cette classification, l'impôt sur le revenu est un impôt sur les revenus perçus, évidemment, qui est un impôt qui est directement versé par l'administration fiscale. Donc c'est un impôt que le contribuable verse directement sur le compte des services des impôts. Et enfin, la destination de cet impôt, c'est évidemment l'État, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement de l'État. On peut penser notamment à l'armée, au secteur de la justice, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, comme nous par exemple. Dans les principes de base, le champ d'application, quelles sont les personnes concernées par l'impôt sur le revenu? On l'a vu un peu dans la définition tout à l'heure, mais là ce sera un peu plus précis. Les personnes concernées, c'est l'ensemble des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France. Je dirais que la principale difficulté, ce sera donc évidemment la notion de domicile fiscal situé en France. L'impôt sur le revenu est personnel et est calculé en fonction de la situation personnelle des contribuables qui composent le foyer fiscal. Comme je l'ai indiqué en préambule, ce ne sont pas les individus qui sont imposés, c'est le foyer fiscal. L'impôt sur le revenu est calculé pour un foyer fiscal, c'est-à-dire un couple marié, par exemple, pacsé,
et les éventuels enfants. On additionne leurs revenus pour calculer l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le calcul de l'impôt sur le revenu ne se fait pas individu par individu au sein d'une même maison. En rentrant un petit peu dans le détail du foyer fiscal, le foyer fiscal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le foyer fiscal, dans le cas où vous êtes une personne célibataire, eh bien, le foyer fiscal sera composé uniquement de la personne célibataire, évidemment. Dans le cas où vous avez deux contribuables qui sont mariés ou pacsés, eh bien, le foyer fiscal sera constitué de ces deux personnes mariées ou pacsées. Attention, les personnes vivant en concubinage, c'est-à-dire sans lien juridique entre elles, colocataires, concubins, eh bien, là, dans ce cas-là, il y a deux foyers fiscaux différents, puisqu'il n'y a pas d'union par mariage ou par pax. Indifféremment du fait du célibat ou du mariage ou du pax, indifféremment de cela, eh bien, on ajoute au foyer fiscal les personnes à charge, ce qui signifie, bien entendu, les enfants. Mais ça peut être également, dans quelques cas particuliers, les ascendants. Ouais, en règle générale, c'est plutôt les descendants, les enfants qui sont inclus dans le foyer fiscal. Autre caractéristique, pas des moindres, le fonctionnement du paiement et les périodicités. Que se passe-t-il au cours d'une année civile? Donc déjà, première chose à comprendre, c'est que l'impôt sur le revenu est calculé année civile par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre d'une période. Donc, prenons un exemple, ici, un foyer fiscal qui perçoit des revenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Il va percevoir des revenus tout au long de l'année et devra déclarer ses revenus pour être soumis à impôt sur le revenu. Cette déclaration s'effectue en 2021. En 2021, le foyer fiscal va donc déposer une déclaration de revenus dans lequel elle va récapituler tous les revenus, que ce soit du travail ou du patrimoine de l'année 2020. Donc entre le 24 mai et le 31 mai 2021, selon le département dans lequel il habite, le foyer fiscal va déposer sa déclaration de revenus de l'année 2020. Le service des impôts récupérant cette déclaration va calculer évidemment l'impôt sur le revenu à payer par le foyer. Et le montant définitif sera connu le 15 septembre, sera à payer le 15 septembre 2021. En général, le montant à payer, il est connu aux alentours du 31 août, juste pour le retour des vacances. C'est facile à retenir. Problématique de cela, vous remarquez que vous percevez des revenus en 2020, mais vous payez votre impôt sur votre montant définitif est connu que le 15 septembre de l'année suivante. En tout cas, il est payé le 15 septembre de l'année suivante. C'est un problème parce que, évidemment, ça fait un gros décalage de temps entre le moment où vous percevez des revenus et le moment où l'État reçoit les sous de l'impôt sur le revenu. Pour pallier ça, eh bien, il y a 2 ans, il a été mis en place un système appelé le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, le principe est que, quand vous percevez un revenu, eh bien, une partie de ce revenu est directement versée au service des impôts en prévision, du calcul définitif de l'impôt sur le revenu. Quand l'impôt sur le revenu sera définitivement calculé, le contribuable n'aura plus qu'à payer la différence entre l'impôt sur le revenu réel moins ce qu'il a déjà payé. Revenons sur l'animation. Vous voyez qu'en 2020, le foyer fiscal perçoit des revenus, mais qu'une partie des revenus part au service des impôts. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc concrètement, si vous percevez un salaire de 2 000 € brut, vous ne percevez pas 2 000 € dans votre compte en banque, vous percevrez 2 000 € moins une somme d'argent qui sera, elle, versée au service des impôts. Donc c'est le principe du prélèvement à la source. Attention, c'est évidemment, ce prélèvement à la source n'est pas à confondre avec les cotisations sociales qui sont également prélevées des salaires, mais qui ne servent pas à payer l'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales servent, elles, à payer les retraites, la sécurité sociale, le pôle emploi. Donc, pour revenir sur le schéma, vous voyez, on perçoit des revenus en 2020, on fait une déclaration d'impôt sur le revenu entre le 24 mai et le 31 mai, le montant d'impôt sur le revenu est connu le 31 août 2021,
et la différence entre le montant calculé d'impôt sur le revenu et les sommes versées au titre du prélèvement à la source, eh bien la différence est à payer le 15 septembre 2021. À noter que si vous avez versé plus de prélèvement à la source que le montant d'impôt sur le revenu calculé, eh bien une somme d'argent vous sera remboursée. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Nous avons vu donc dans le champ d'application quelles étaient les personnes concernées maintenant, et nous allons voir la territorialité de l'impôt. La problématique, on l'a vu pour tout à l'heure sur les personnes concernées par l'impôt sur le revenu, était le fait que le particulier ait son domicile fiscal en France. Eh bien, cette problématique, on la voit ici. Le domicile fiscal est réputé se situer en France si au moins une des conditions suivantes est remplie pour un célibataire ou pour l'un des deux membres du couple. Eh bien, ce sera le cas lorsque le contribuable aura sa résidence habituelle en France, ou lorsqu'il effectue des séjours de plus de 183 jours par an en France, ce qui représente 365 jours divisé par 2, plus un jour, en gros. Donc en gros, c'est lorsque une personne réside en France plus de la moitié de l'année en France, ce qui paraît somme toute logique. Deuxième cas potentiel, même si vous ne résidez pas en France, mais que malgré tout vous avez votre activité principale située en France, eh bien dans ce cas-là, vous êtes réputé avoir votre domicile fiscal en France. Donc, dans le cas où vous ne séjourneriez pas plus de 183 jours en France, mais que vous avez votre activité principale située en France, eh bien votre domicile fiscal sera réputé être situé en France. De la même manière, et cela rejoint un peu ce deuxième point, c'est le cas également lorsque le centre des intérêts économiques du contribuable sont situés en France. Dans ce cas-là, le contribuable sera réputé domicilié fiscalement en France. Si le foyer fiscal est domicilié fiscalement en France, eh bien, ce foyer fiscal, l'ensemble de ses revenus mondiaux, donc s'il perçoit des revenus de pays de pays en dehors de la France, eh bien, l'ensemble de ces revenus seront imposés à l'impôt sur le revenu en France, ce qui engendre un risque potentiel de double imposition, notamment s'il y a des prélèvements à la source dans d'autres pays, qui peut être évité si une convention bilatérale a été signée entre la France et le pays en question. Une convention bilatérale, c'est un accord entre deux pays qui statue sur tous les risques potentiels de double imposition. Une des règles en fiscalité est toujours d'éviter de faire en sorte qu'un même revenu ne subisse pas deux fois un même impôt. Donc pour éviter ces doubles impositions, lorsqu'il y a des revenus en provenance d'autres pays, à un foyer fiscal en France, eh bien, les conventions bilatérales entre la France et le pays en question permettent, dans 99,99% des cas, eh bien, de résoudre les questions de double imposition. Troisième point dans le champ d'application, quelle est la base d'imposition de l'impôt sur le revenu? Eh bien, la base d'imposition sera l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Qu'est-ce qu'un revenu? Évidemment, c'est une entrée d'argent pour le foyer fiscal. On a, dans ce module, divisé les revenus en deux grandes catégories, les revenus du travail et les revenus du patrimoine. Commençons donc par les revenus du travail. Les revenus du travail, on peut les diviser en deux sous-catégories. Tout d'abord, les revenus des activités salariées, pensions et retraites. Donc, revenus des activités de salariat, de fonctionnariat, et également les revenus de retraite pour les retraités. Également, dans cette catégorie-là, on peut inclure également les rémunérations des dirigeants de société qui s'assimilent facilement à cette catégorie-là. Vous avez également, dans un deuxième temps, dans les revenus du travail, toujours, eh bien, les revenus des activités non salariées, puisque une personne physique peut très bien exercer une activité professionnelle sous forme de salariat, donc avec un contrat de travail, ou travailler de manière complètement indépendante, et dans ce cas-là, être un travailleur non salarié.
Donc les revenus des activités non salariées, eh bien, rentrent également dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu. Deuxième grande catégorie de revenus, les revenus du patrimoine. Les revenus du patrimoine, ça inclut tous les revenus provenant de placements financiers, les revenus du patrimoine immobilier. Donc, on va inclure dedans les revenus des loyers et les dividendes, les intérêts perçus de différents placements. Tous ces revenus constituent le revenu net global et l'ensemble de ce revenu net global est imposé à l'impôt sur le revenu au titre d'une année civile. Donc, concrètement, la base d'imposition de l'impôt sur le revenu va être l'addition de tous ces revenus, donc que ce soit des revenus des salaires, des revenus d'une activité indépendante, des revenus du patrimoine, donc par exemple les loyers qu'on perçoit d'un appartement, et les dividendes qu'on perçoit de ces placements financiers. Eh bien, tous ces revenus sont additionnés, constituent le revenu net global, et ce revenu net global, eh bien, sera soumis à impôt sur le revenu. On appliquera à ce revenu net global grosso modo, le barème de l'impôt sur le revenu pour calculer l'impôt. Petite exception et catégorie un peu à part, ce qu'on appelle les plus-values, notamment les plus-values immobilières. Eh bien, les plus-values immobilières ne seront pas incluses dans le revenu net global. Les plus-values immobilières seront imposées lors de la cession du bien immobilier chez le notaire. C'est ce qu'on appelle grossièrement les frais de notaire. Donc, vous voyez, l'impôt sur le revenu concerne l'ensemble des revenus du foyer, donc que ce soit du célibataire, du couple marié et des éventuels enfants. Seuls sont exclus les plus-values immobilières qui, elles, font l'objet d'une imposition à part. Donc, dans le champ d'application, eh bien, l'assiette de l'impôt sur le revenu, eh bien, quelle est-elle? C'est le revenu net global, qu'on vient juste de voir dans le slide précédent, constitué de l'ensemble des différents revenus nets catégoriels. Donc les revenus nets catégoriels signifie par catégorie, qui, selon les catégories, seront évalués de manière réelle ou forfaitaire. En effet, on le verra dans la deuxième et troisième partie, chaque catégorie de revenus a un mode de calcul différent. Donc chaque catégorie de revenus aura il y aura une façon de l'évaluer différente selon les catégories de revenus. Et c'est là que se situe la principale difficulté. Pour le calcul de l'impôt se réalise, on le verra en quatrième partie, par l'application d'un barème qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Progressif, pourquoi? Parce que plus les revenus sont élevés, plus le taux augmente, donc il est progressif. Le calcul n'est pas réalisé par le contribuable. Le contribuable, lui, déclare ses revenus, mais ce n'est pas lui qui calcule l'impôt. C'est le service des impôts des particuliers qui va calculer cet impôt bien, sur la foi des revenus que le contribuable aura déclarés dans sa déclaration d'impôt. Et c'est à ce niveau, au niveau de l'assiette de l'impôt sur le revenu, que se situe la principale difficulté, et même la plus grosse difficulté, au niveau du module que nous verrons ce semestre. Pourquoi est-ce qu'il y a une grosse difficulté? Eh bien parce que il y a, on pourrait dire, trois façons d'appréhender le revenu, chaque catégorie de revenus. Dans chaque catégorie de revenus, eh bien, vous aurez un revenu qu'on pourrait appeler un revenu réel, que je place entre guillemets, c'est-à-dire le revenu que le contribuable va toucher réellement, c'est-à-dire l'argent qui va arriver dans sa poche. Cependant, dans beaucoup de catégories de revenus, le revenu réel n'est pas le revenu qui est déclaré à l'impôt sur le revenu. Et nous allons voir évidemment dans le détail quel est-il. Donc le revenu déclaré ne sera pas le revenu réellement perçu par le contribuable. De la même manière, le revenu qui va servir de base de calcul à l'impôt sur le revenu, donc ce qu'on appelle le revenu imposable, eh bien ce ne sera pas forcément non plus le revenu qui a été déclaré. Donc vous voyez, on a trois revenus qui sont rarement égaux. Ça peut être égal, mais c'est dans quelques rares cas de catégorie. Mais donc on a trois revenus. Le revenu réellement perçu, qui sera potentiellement différent du revenu déclaré au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, et qui sera lui-même différent du revenu qui va servir de base au calcul de l'impôt sur le revenu. Donc on comprend bien que c'est une mécanique qui peut être rapidement kafkaïenne, qui peut être rapidement illisible et difficile à appréhender pour le contribuable. D'où
la nécessité de ce module et d'appréhender l'impôt sur le revenu. Dernier point du champ d'application, le fait générateur et l'exigibilité, un peu comme on l'avait vu en TVA. Bon. Dans le cas de l'impôt sur le revenu, eh bien, c'est une problématique qui présente beaucoup moins de difficultés qu'en TVA. En TVA, c'était vraiment l'une des problématiques particulières. À l'impôt sur le revenu, le fait générateur, l'exigibilité, mis à part la prononciation, ne vont pas poser beaucoup de problèmes. En effet, on va vite comprendre, le fait générateur, donc l'événement qui crée la dette vis-à-vis du service des impôts, c'est le moment où vous percevez un revenu, ce qui paraît relativement logique. L'exigibilité, le moment où la dette d'impôt sur le revenu devient à payer, eh bien là encore c'est relativement instinctif. L'exigibilité a lieu 30 jours après la date de mise en recouvrement de l'avis d'imposition. Donc vous recevez votre imposition en fin du mois d'août, eh bien l'exigibilité, c'est-à-dire le moment où vous devez payer, ça a lieu 30 jours après. Bon, là encore, hein, comme vous voyez, ça ne présente pas de difficultés particulières, c'est pas là qu'on va avoir des difficultés. Pour finir cette première partie, on va voir rapidement, en tout cas on va juste énumérer les 8 catégories différentes de revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Donc la liste de ces 8 catégories, eh bien, est la suivante. Dans les 5 premières que vous avez là sont dans la catégorie des revenus du travail. Donc les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les rémunérations des dirigeants de société, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles. Ces 5 catégories peuvent être classées dans la grande catégorie des revenus du travail. Les revenus fonciers, les revenus mobiliers, ainsi que les plus-values immobilières sur valeur mobilière, biens meubles et professionnels, bien souvent pour les plus-values immobilières imposées à part, eh bien ces catégories-là font partie des revenus du patrimoine. La principale difficulté, on va le voir, dans ces 8 catégories de revenus, c'est que la manière de déterminer eh bien, le revenu à déclarer et le revenu imposable eh bien, ne sont pas les mêmes en fonction des particularités de chacun de ces revenus. Tous ces revenus ont des particularités, ils ne fonctionnent évidemment pas de la même manière. Eh bien, le revenu déclaré et le revenu imposable ne sera pas les mêmes. Qui plus est, dans chaque catégorie de revenus, il peut y avoir une ou deux options qui permettent d'être imposées de manière différente selon l'option choisie. Autant dire que cela complexifie encore plus la détermination du revenu imposable. Donc, on va passer aux parties 2 et 3 qui vont nous permettre justement de mieux comprendre, en tout cas de déterminer quel est le revenu à déclarer et quel est le revenu imposable pour chacune de ces catégories. Exception faite, et je précise d'ores et déjà, de la 8e catégorie, les plus-values, que nous n'aborderons pas particulièrement au cours de ce semestre. Deuxième partie dans ce CM, nous allons voir donc la détermination des revenus professionnels. L'idée étant de déterminer les revenus du travail afin de les déclarer et de les soumettre à impôt sur le revenu. Première catégorie que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les revenus salariaux et assimilés, ainsi que la rémunération des dirigeants, qui, bien qu'ils proviennent de deux types de travail différents, sont imposés selon les mêmes règles, et donc que nous allons aborder dans ce chapitre. Alors, les revenus salariaux et assimilés, ils concernent qui? Eh bien, ils concernent les fonctionnaires, les salariés. Alors, les fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires s'appelle les traitements, la rémunération des salariés s'appelle les salaires, ainsi que les rémunérations des dirigeants de société. Donc, la catégorie des revenus salariaux et assimilés va concerner principalement les traitements, salaires et les rémunérations de dirigeants de société. À noter que les pensions de retraite sont également imposées dans cette catégorie.
Le revenu imposable. Donc le revenu imposable, hein, on parle bien de ça. Théoriquement, il est constitué de quoi? Quels sont les revenus qui vont être soumis à impôt sur le revenu? Évidemment, la rémunération principale. Donc les salaires, rémunération, indemnité du pôle emploi. Ces rémunérations-là sont évidemment soumises à impôt sur le revenu. C'est le principe. Également, elles sont concernées les rémunérations qu'on va appeler les rémunérations secondaires. Les primes, les indemnités journalières de la sécurité sociale et les allocations pour frais. Primes, je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser de quoi il s'agit. Je vais quand même faire une petite précision sur les indemnités journalières de la sécurité sociale. Qu'est-ce que sont les indemnités journalières de la sécurité sociale? Eh bien, il s'agit des indemnités reçues par un salarié provenant de la sécurité sociale lorsqu'il est en arrêt maladie. Donc actuellement, par exemple, si un salarié s'arrête parce qu'il est atteint du Covid, eh bien, il percevra des indemnités de la sécurité sociale qui lui permettent de continuer à vivre malgré le fait qu'il ne travaille plus, qu'il soit en arrêt maladie. Les allocations pour frais, eh bien, ce sont des remboursements faits aux salariés pour couvrir un certain nombre de frais, par exemple les frais de déplacement. Mais attention, dans ces cas-là, sans justificatif. C'est-à-dire qu'on donne une somme d'argent sans forcément avoir une justification derrière. Donc c'est pour ça que ces sommes-là sont soumises à impôt sur le revenu. On verra que c'est une très grande importance, hein, le principe des justificatifs, puisque lorsqu'il y a des justificatifs en face, les sommes ne sont pas imposables. Là, quand on dit allocation pour frais, c'est qu'on donne des sommes d'argent pour payer des frais, mais sans demander de justification de la part du salarié. Autre rémunération soumise à impôt sur le revenu, les avantages en nature. Très important à ne pas oublier, c'est souvent là que sont les principaux redressements dans les sociétés. Les avantages en nature, de quoi il s'agit-il? Eh bien, il s'agit par exemple de la nourriture fournie le midi par un employeur, ou un véhicule de fonction fourni par un employeur, ou également un logement de fonction fourni par un employeur. Donc, le salarié dispose gratuitement, eh bien, par exemple, d'un véhicule dans le cadre de son travail, mais également dans le cadre de sa vie personnelle. Évidemment, il a un véhicule, il rentre avec la société lui met à disposition un véhicule qu'il utilise professionnellement et qu'il utilise personnellement. Eh bien, c'est une sorte de rémunération, une rémunération en nature. Cette rémunération de nature doit être évaluée. On doit évaluer la valeur de cet avantage. Et cet avantage sera soumis à l'impôt sur le revenu pour la valeur, l'évaluation qu'on aura faite de ces avantages. Autre revenu imposable, les indemnités de fin d'activité. Donc, par exemple, les indemnités de départ à la retraite sont soumises à impôt sur le revenu. Les indemnités de licenciement également sont soumises à impôt sur le revenu. Attention, exception très importante, car vous allez en avoir en TD. Les indemnités de licenciement réalisées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, donc grossièrement dans le cadre d'un licenciement économique, donc dans le cadre d'un licenciement économique, plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, les indemnités de licenciement ne sont pas imposables. C'est l'exception des indemnités de fin d'activité. Enfin, petit cas particulier. Aujourd'hui, les employeurs doivent souscrire un contrat de mutuelle pour les salariés. Cette mutuelle est payée bien souvent par le salarié et par l'employeur. Eh bien, la part payée par l'employeur est soumise à impôt sur le revenu. Il y a également d'autres choses payées par l'employeur qui peuvent être soumises à impôt sur le revenu. Par exemple, des montants supérieurs à un certain plafond de tickets restaurant. Lorsque ça dépasse un certain montant, eh bien, cette contribution est soumise à impôt sur le revenu. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui peut être soumis à impôt. Sinon, il faudrait 2 heures de plus. Malgré tout, certains revenus salariés sont exonérés malgré tout. C'est le cas, par exemple, et ça peut vous concerner directement, en l'occurrence, les salaires des apprentis dans la limite du SMIC.
De la même manière, si malheureusement vous avez, enfin si heureusement vous avez la chance de trouver un stage, eh bien les indemnités de stage des étudiants et donc leur salaire, même un salaire d'emploi étudiant, sera exonéré dans la limite de 3 mois de SMIC s'ils ont donc moins de 26 ans. Donc si l'étudiant a moins de 26 ans, eh bien un emploi étudiant et les indemnités de stage peuvent être exonérés dans la limite de 3 mois de SMIC. D'autres revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu. C'est le cas par exemple des heures supplémentaires. Donc lorsque un salarié effectue des heures supplémentaires, il reçoit des rémunérations supplémentaires. Et bien ces rémunérations-là, elles sont exonérées. C'est un dispositif spécial qui avait été lancé du temps du quinquennat du président Sarkozy et qui a été supprimé par Hollande et remis au goût du jour sous la présidence de M. Macron. Autre revenu exonéré, la partie financée par les employeurs des tickets restaurants et chèques vacances. Donc, lorsque l'employeur offre des tickets restaurants, eh bien, la contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche, il y a des limites. Si l'employeur dépasse cette limite, eh bien, la partie située au-delà de cette limite sera soumise à impôt sur le revenu. Bon, ça, on ne rentrera pas trop dans le détail. Comment déclarer les revenus perçus des activités salariées? Alors pour les traitements et salaires, le revenu à déclarer ici sera égal à l'ensemble des rémunérations classiques auxquelles, attention, il faut soustraire les cotisations salariales déductibles, c'est-à-dire toutes les cotisations sociales payées par le salarié, à savoir les cotisations maladie, Pôle emploi, retraite, sauf la CSG non déductible et la CRDS qui ne sont pas à déduire. Donc on déduit toutes les cotisations salariales, sauf la CSG non déductible et la CRDS. Et attention, si le contribuable opte pour les frais réels, eh bien il faudra ajouter le remboursement des frais professionnels. Admettons le salarié a payé un hôtel pour une mission quelconque, il a été remboursé, eh bien s'il choisit l'option des frais réels, il faudra déclarer le paiement par l'employeur de ses frais. Donc le revenu à déclarer, c'est l'ensemble des rémunérations perçues qu'on a vu précédemment, celles des rémunérations imposables, auxquelles on enlève les cotisations sociales payées par le salarié, donc là ce qu'on appelle la part salariale, sauf on ne déduit pas la CSG non déductible, d'où le nom non déductible, et la CRDS. Et on ajoute, si le contribuable a opté pour les frais réels, il devra déclarer en plus ce que l'employeur lui a remboursé pour ses frais professionnels. Maintenant, le revenu imposable, c'est-à-dire le revenu qui va servir de base de calcul à l'impôt sur le revenu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est là la difficulté, est différent. Vous avez déclaré un certain montant, mais ce ne sera pas le revenu qui servira de base d'imposition. Ce n'est pas ce revenu qui servira de base de calcul à l'impôt. Le revenu imposable sera le revenu déclaré, donc il y a quand même un lien avec ce que le contribuable déclare quand même, le revenu déclaré, mais auquel il sera soustrait les frais, ce qu'on appelle les frais professionnels, c'est-à-dire les frais que le salarié ou le fonctionnaire aura engagés pour réaliser son travail. D'où le nom de frais professionnels. La problématique, c'est que les frais professionnels peuvent être évalués de deux manières différentes. À choisir, il y a une méthode forfaitaire qui ne nécessite aucune déclaration et une méthode qu'on appelle frais réels. Et là, dans ce cas-là, il y a un travail de récupération d'informations et de calcul de frais qui est effectué. Dans le cas où le salarié opte pour les frais réels, donc il souhaite déduire les frais qu'il a réellement engagés pour aller travailler, donc typiquement les cas les plus fréquents c'est les frais de déplacement, les frais pour l'essence, les frais pour le train, l'avion, si jamais il doit prendre l'avion pour aller au travail, bref les frais de déplacement pour aller et revenir du travail, les frais de nourriture éventuellement, eh bien s'il souhaite déduire au réel ces frais-là, il le peut. Et donc là, dans ce cas-là, le revenu imposable sera le revenu déclaré, le revenu d'activité, moins les frais réellement décaissés, donc les frais réellement payés pour son activité professionnelle. Donc il fera
le récapitulatif des frais qu'il a engagés pour aller travailler, et il déclarera ses frais pour que cela puisse diminuer son revenu imposable. Dans le cas où il ne souhaite pas opter pour les frais réels, donc il souhaite que les frais professionnels soient évalués de manière forfaitaire, ou sans, s'il ne choisit aucune option, ce sera ça qui sera appliqué par défaut. Le revenu imposable sera le revenu déclaré, donc le revenu d'activité déclaré, moins une déduction forfaitaire de 10%. Donc, je déclare 10 000 euros de revenus, forfaitairement me sera déduit 1 000 euros de frais professionnels, si je ne déclare rien. On est bien d'accord, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est jamais les deux en même temps, hein. C'est soit on déduit les frais réellement payés, soit, si on ne dit rien, si on ne choisit aucune option, eh bien, le fisc, enfin le service des impôts, déduira forfaitairement 10% des revenus déclarés. Information, le minimum déduit sera 430 euros, le maximum déduit sera 12 305 euros. Prenons un exemple. Un salarié qui déclare 50 000 euros de salaire. Ses frais professionnels ont été évalués, enfin, il les a évalués à 13 000 euros. Il a fait le récapitulatif de tous les frais qu'il a dépensés dans l'année pour travailler, que ce soit des frais de déplacement pour aller de son domicile à son travail et pour revenir à son domicile, que ce soit des frais qu'il a engagés pour des missions, des frais d'hôtel par exemple. Eh bien, le tout additionné représente 13 000 euros. Il a dépensé, lui, il a mis de sa poche 13 000 euros. Cependant, évidemment, l'employeur lui a remboursé une partie des frais. L'employeur a remboursé 10 000 euros. La question, c'est quelle est la solution à retenir pour l'imposition de ces revenus d'activité, étant entendu que, évidemment, l'objectif d'un contribuable, en général, c'est d'avoir l'imposition la plus faible. Pour avoir l'imposition la plus faible, il faut évidemment que le montant imposable de revenus soit le plus faible possible. Alors, dans le cas où il choisit d'opter pour les frais réels, d'évaluer les frais professionnels au réel, eh bien, il va déclarer son salaire, les remboursements de frais, 10 000 euros, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie déclaration, et viendra diminuer le montant déclaré, les frais professionnels, donc les frais professionnels réels, ici qu'il a récapitulé pour 13 000 euros. Donc 50 000 plus 10 000 moins 13 000, le montant imposable sera de 47 000 euros. Maintenant, dans le cas où le salarié ne choisit pas cette option et donc n'opte pas pour l'option des frais réels, il lui sera appliqué un abattement forfaitaire de 10%. Il ne déclare que ses revenus principaux, ses revenus à déclarer, 50 000 euros. Il ne déclare pas les remboursements de frais qu'il a reçus. Et lui sera déduit du montant imposable un montant forfaitaire de 10%, et c'est-à-dire 5 000 euros. 5 000 euros étant entendu que 5 000 euros est égal à 10% de 50 000. Le montant imposable, le montant de revenu imposable sera donc de 50 000 moins 5 000. Le montant imposable sera de 45 000 euros. Ici, dans le cas présent, l'option la plus intéressante pour le salarié est d'opter pour les frais réels car le montant de salaire imposable est inférieur de 2 000 euros à l'option des frais réels. On va aborder très rapidement les rentes et pensions. Les rentes, ça peut être une rente viagère par exemple. Les pensions, ça peut être une pension de retraite notamment. C'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas la notion de frais professionnels réels, puisque forcément si vous êtes à la retraite, vous n'avez pas de frais professionnels réels. Alors le revenu à déclarer. Le revenu à déclarer, c'est le montant des rentes perçues, moins les cotisations déductibles, hors CSG non déductibles et CRDS. Exactement le même principe que pour les salaires. Le revenu imposable, même principe, sauf que malgré le fait qu'il n'y ait pas de frais professionnels, eh bien, le montant imposable, ce sera le revenu brut de la rente ou de la pension, moins 10% du revenu brut. Le montant imposable sera donc égal à 90% du revenu brut. C'est exactement le même principe que pour les salaires, sauf que là, on ne peut pas évaluer de frais professionnels au réel. Notez que donc l'abattement de 10% n'est pas valable pour les rentes viagères. Donc, lorsque c'est le cas, par exemple, lorsque une personne souvent âgée vend sa maison en viager à une personne, il perçoit un revenu qu'on appelle une rente viagère, et à son décès, la maison reviendra à l'acheteur.
Dans ce cas-là, l'abattement de 10% n'est pas applicable pour la personne qui aura vendu en viager. Nous allons voir dans la deuxième partie les revenus des professions non salariées. Alors, qu'est-ce qu'une activité non salariée? Pour comprendre ce qu'est une activité non salariée, il faut peut-être déjà comprendre ce qu'est une activité salariée. Une activité salariée, c'est une activité c'est un travail qui est lié par un contrat de travail. Le contrat de travail, rappelons de quoi il s'agit, c'est un contrat qui est bipartite, c'est-à-dire entre deux personnes, qui permet à une personne d'offrir un travail en contrepartie d'une rémunération qu'on appelle le salaire. Ce contrat a pour principale caractéristique le lien de subordination, à savoir que le salarié travaille sous les ordres de l'employeur. Donc, il lui donne les directives, notamment d'horaire, de manière de s'organiser, etc. Donc, lorsque il y a travail, rémunération et lien de subordination, nous sommes dans le cadre d'une activité salariée et donc d'un revenu appelé salaire. Les professions non salariées, donc si on est non salarié, ça signifie que la profession est indépendante. Donc c'est plutôt les personnes qui travaillent de manière indépendante. Attention, ce n'est pas à confondre avec les dirigeants de société. Les dirigeants de société, ce sont des personnes qui dirigent une personne morale. Là, une profession non salariée est une personne qui travaille à son compte de manière indépendante sans société. À savoir, donc, elle travaille en son nom propre. Elle va exercer sous son nom, son prénom, son nom de famille. Elle va exercer directement son nom. Ce qui signifie que le patrimoine de son activité est confondu avec le patrimoine personnel. Contrairement à une activité exercée sous forme de société. Les revenus des professions non salariées vont concerner donc des personnes physiques, donc Monsieur X, Y, qui exercent une activité non salariée indépendante sous forme d'entreprise individuelle. Donc pas de distinction entre le patrimoine pro et le patrimoine perso. Les comptes bancaires de l'activité seront au nom de Monsieur Intel. Également concernées les personnes physiques qui sont membres de sociétés mais qu'on appelle transparentes ou translicites fiscalement. C'est le cas par exemple des sociétés en nom collectif, SNC, ici, les sociétés en nom collectif, les SARL à l'impôt sur le revenu ou les SCI à l'impôt sur le revenu. Elles seront imposées, donc les sociétés sont imposées sur le résultat, enfin les personnes physiques, sont imposées sur le résultat de la société proportionnellement à leur part dans le capital. Donc un associé qui détiendrait 75% d'une société, eh bien 75% du bénéfice de cette société serait imposé dans la catégorie des professions non salariées. Alors les professions non salariées vont être distinguées entre plusieurs catégories. On va avoir tout d'abord les personnes qui exercent une activité industrielle et commerciale, leurs revenus vont être imposés dans la catégorie dénommée, et c'est un nom évidemment que vous allez retenir, bénéfices industriels et commerciaux, autrement appelé BIC. Ça concerne les personnes physiques qui exercent les activités suivantes, qui achètent et qui vendent des marchandises, qui ont une activité de service, par exemple artisan, de transport, ou qui exercent dans le secteur d'activité de l'hôtellerie et de la restauration. Également, et là c'est extrêmement rare, mais théoriquement ça pourrait exister, une personne qui exercerait en son nom propre une activité d'assurance ou une activité d'activité bancaire. Autant dire que vous trouverez rarement une banque exercée en nom propre par une personne physique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans les revenus des professions non salariées, deuxième catégorie existante, celle appelée les bénéfices non commerciaux. Donc, ce sont des bénéfices générés par des personnes physiques qui exercent les activités suivantes. C'est-à-dire les professions libérales. Profession libérale qui signifie une activité principalement exercée de manière vraiment entre guillemets intellectuelle, dans le sens où il n'y a pas de marchandise physique qui est soit produite, soit vendue. C'est vraiment, on vend uniquement du conseil,
on vend uniquement des entre guillemets du vent. C'est le cas notamment des professions médicales et paramédicales, les architectes, les experts comptables, les avocats, les commissaires aux comptes, les huissiers de justice, bref, toutes ces personnes qui finalement ne travaillent pas avec des marchandises physiques, ne travaillent pas avec des biens physiques. Et également imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des BNC, toutes les activités qui ne sont pas rattachées à une autre catégorie, qui ne serait pas rattachée au BIC ou aux bénéfices agricoles, comme on va le voir tout à l'heure. Eh bien, ce serait le cas notamment, par exemple, des activités religieuses, des activités de mannequinat, des activités les activités des artistes, mais également les professions comment on pourrait appeler ça, les professions non légales, illégales donc, toutes sortes de trafics illégaux seront imposés dans la catégorie des BNC. Troisième et dernière catégorie de professions non salariées, les bénéfices agricoles. Là, bon, je pense que on comprend intuitivement qu'il s'agit des revenus générés par les agriculteurs qui exercent en leur nom propre. Là, il n'y a pas grand-chose à en dire, on ne le verra pas particulièrement en TD, puisque en fait les règles sont identiques, les règles de détermination de résultats sont identiques aux bénéfices industriels et commerciaux, avec quelques spécificités propres à leur activité, à savoir que, par exemple, les animaux de reproduction sont considérés comme des immobilisations, les animaux qui sont destinés à être abattus sont considérés comme des stocks, et on va retraiter le résultat fiscal de l'estimation de l'autoconsommation alimentaire du foyer, c'est-à-dire la production faite par l'agriculteur qui va être destinée à être consommée par la famille de l'agriculteur. Voilà, c'est vraiment des spécificités qu'on n'approfondira pas cette année. Comment va être imposé les revenus de ces personnes physiques exerçant une activité en leur nom propre? Eh bien, il existe 4, mais en réalité il en existe deux grandes familles de régimes d'imposition. La façon de déterminer le revenu imposable va être soit effectuée de manière réelle, c'est ce qu'on va appeler le régime réel, soit être évalué de manière forfaitaire, c'est ce qu'on va appeler le régime micro-entreprise. Au sein de ces deux grands régimes, il existe deux variantes. Donc pour le régime réel, il y a le régime réel, simple, et le régime réel. Donc on a un régime réel et un régime réel simplifié. On verra la différence tout à l'heure. Et entre le régime micro, il y a le régime micro et le régime optionnel des micro-entreprises, étant entendu que le régime micro-entreprise, c'est ce qu'on appelait avant le régime des auto-entrepreneurs et certains continuent à appeler comme ça. Alors, tout d'abord, étudions ce qu'est un régime réel, ce que sont les régimes réels. Commençons donc, attention, par un gros morceau, le régime réel pour les bénéfices industriels et commerciaux. C'est un très gros morceau et un morceau très important. Pourquoi? Parce que ce mode de fonctionnement est le même, et les règles applicables au régime des BIC est le même que les règles que nous verrons l'année prochaine pour l'impôt sur les sociétés. Donc, il est très important, et c'est un double investissement, de bien comprendre ce régime, car il servira non seulement pour cette année, mais il servira pour le troisième semestre, c'est-à-dire pour la deuxième année. Comment cela fonctionne? Le régime réel, en fait, vous allez déclarer un revenu fiscal ici présent. Donc, que va déclarer un commerçant qui exerce son nom propre? Il va déclarer tout d'abord un résultat comptable. Donc en général, c'est ce que vous voyez en matière comptable, la base de travail en fiscalité va être le résultat comptable. Donc je prends la suite de Madame Garnier, en gros. Madame Garnier va déterminer un résultat comptable, un bénéfice ou une perte. Eh bien, pour calculer l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, dans le cas des sociétés, eh bien, on va partir de ce résultat comptable, de ce bénéfice ou de cette perte. Je rappelle, produit moins charge, c'est l'ensemble des produits de l'exercice moins les charges de l'exercice. On obtient le résultat comptable. On va partir de là et on va retraiter ce résultat des différences de règles entre la comptabilité et la fiscalité. Les règles comptables et fiscales, à 99%, sont les mêmes. Donc, un produit en comptabilité et en fiscalité, dans 99% des cas, ce sera la même chose. Une charge, pareil, dans 95% des cas,
les charges comptables et les charges fiscales sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Cependant, entre les règles comptables et les règles fiscales, il existe quelques micro-différences qui doivent être retraitées, qui doivent être annulées, c'est-à-dire qu'on va annuler un certain nombre de choses. Par exemple, on va avoir des charges qui ont été comptabilisées ici, mais qui ne sont pas fiscalement déductibles. Ça signifie qu'il y aura des charges qu'on aura déduites du bénéfice comptable, mais que le fisc n'admet pas en déduction de l'impôt sur le revenu. On va dire, donc le fisc va dire, ok, vous avez eu cette charge, vous l'avez comptabilisée, mais moi, cette charge-là, je considère qu'elle ne peut pas venir diminuer votre imposition. Eh bien, ces charges-là vont être annulées. Que fait-on pour annuler une charge? Une charge, je rappelle que c'est quelque chose de négatif, hein, ça vient diminuer. Eh bien, pour annuler une charge, eh bien, on va l'ajouter. Donc, on va faire plus les charges non déductibles fiscalement. Ce qu'on appelle également des réintégrations extra-comptables. Retenez bien le vocabulaire, parce que je jonglerai régulièrement entre charges non déductibles, réintégration extra-comptable ou réintégration fiscale. De la même manière, certains produits ne sont pas fiscalement imposables. Le fisc va dire, oui, vous avez reçu ces sommes d'argent, certes, mais moi je considère que ce sont des produits qui ne sont pas imposables. Donc pour annuler des produits, on va les soustraire, on va annuler des produits non imposables fiscalement. On va réaliser ce qu'on appelle une déduction extra-comptable ou une déduction fiscale. Donc ce principe est fondamental pour cette année et pour l'année prochaine. Donc vraiment à bien comprendre, et on va faire quelques illustrations pour justement que cela soit plus clair. Donc, rappel, une charge non déductible, ou réintégration extra-comptable ou réintégration fiscale, ce sont essentiellement des charges économiques qui ont diminué le résultat comptable, donc qui ont diminué le bénéfice ou qui ont aggravé la perte, mais qui ne sont pas admises à déduction par le Code général des impôts. C'est le cas, par exemple, des amendes routières. Une amende routière, c'est une charge économique, évidemment, puisqu'elle va venir diminuer le patrimoine de l'entreprise. On est comptablement bien obligé de la comptabiliser en charge. Mais, fiscalement, et même philosophiquement, on comprend bien, vous avez fauté, vous avez fait vous avez enfreint la loi, et l'amende que vous allez avoir en contrepartie, ne va pas pouvoir diminuer votre imposition. Donc, cette charge n'est pas admise par le Code général des impôts. Il faudra donc l'annuler, faire une réintégration fiscale, une réintégration extra-comptable en annulant cette amende. De la même manière, les pénalités et majorations fiscales de retard ne seront pas admises en déduction du résultat fiscal. Vous avez payé votre TVA en retard, il n'y a aucune raison que ça vienne diminuer votre impôt sur le revenu ou votre impôt sur les sociétés. Donc ce ne sera pas accepté et vous devrez annuler cette charge fiscalement. Les dépenses somptuaires, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas liées particulièrement à l'entreprise, vous me direz qu'en principe, elles ne devraient pas être comptabilisées dans les charges comptables, mais il peut arriver qu'il y en ait encore. Ça peut être le cas, par exemple, de frais liés à des vacances. Bon, on ne verra pas trop pourquoi elles sont là, mais en tout cas, ces charges-là ne sont pas déductibles. Sont également non déductibles, et là, c'est plus lié à des règles purement fiscales, les amortissements excédentaires sur véhicules de tourisme. À savoir qu'un véhicule de tourisme ne pourra pas entraîner déduction de l'intégralité de son prix d'achat si sa valeur est trop importante. On va donc prendre un exemple un peu illustré. Prenons le cas d'une entreprise individuelle, en l'occurrence, qui a réalisé un chiffre d'affaires, ou en tout cas un total de produits de 100 000 euros au cours de l'année, et qui a eu, en contrepartie, 80 000 euros de charges. Comptablement, pas besoin d'explication, le résultat comptable, c'est un bénéfice de 20 000 euros. Je pense que là, jusque-là, ça va. Admettons que dans les 80 000 euros de charges, vous aviez 1 000 euros de charges non déductibles. Admettons 1 000 euros d'amende, 1 000 euros d'amende, de pénalité fiscale, comprises dans les 80 000 euros. Eh bien, le résultat fiscal, ce sera le résultat comptable, 20 000, plus les réintégrations extra-comptables, les réintégrations fiscales de 1 000 euros. Le résultat fiscal sera de 21 000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a annulé les 1 000 euros de charges qui ne sont pas déductibles. Si on annule 1 000 euros de charges, vous n'avez plus que 19 000 euros de charges, votre résultat fiscal, vous n'aurez plus que 79 000 euros de charges,
Le résultat fiscal sera donc de 21 000 euros. De la même manière, si on raisonne à l'inverse, les produits non imposables, ou qu'on appelle déduction extra-comptable ou déduction fiscale, qu'est-ce que c'est? Ce sont les aides fiscales enregistrées en produits. Donc vous avez des produits qui sont des aides fiscales, mais qui ne sont pas imposables. Bah oui, en effet, une aide fiscale, si le fisc vous aide, c'est pas pour vous taxer derrière. Ou ça peut être également des produits qui seront imposables selon des modalités différentes. Donc ça, on le verra plus l'année prochaine quand même. Par exemple, on pourrait avoir le crédit d'impôt recherche. Eh bien, vous avez une dépense qui vous donne droit à un crédit d'impôt, donc à une réduction d'impôt. Et bien, évidemment, le produit de ce crédit, puisque si on vous annule de l'impôt, c'est un produit, eh bien, ce produit-là ne sera pas imposable. Également, les plus-values à long terme, qui ont une imposition à 16%, eh bien, pour pouvoir les imposer à 16%, on va d'abord les annuler du résultat, les sortir du résultat comptable, enfin du résultat comptable, pour qu'ils soient imposés à 16% à part. Bon, dans ce cas-là, dans les chiffres, reprenons le même exemple, toujours résultat comptable à 20 000, sauf que cette fois-ci, dans les 100 000 euros de produits, il y a 1 000 euros de produits non imposables, eh bien, le résultat fiscal sera résultat comptable moins les déductions fiscales, 1 000 euros. 20 000 moins 1 000 égale 19 000 euros. On a annulé 1 000 euros de produits. Autrement dit, on a donc 99 000 euros de produits imposables, moins 80 000 euros de charges, eh bien, ça fera 19 000. Le montant imposable, le revenu imposable, eh bien, on va partir du résultat déclaré. Donc, le résultat qu'on vient de trouver avant, je rappelle, résultat comptable plus réintégration extra-comptable et moins déduction extra-comptable. Eh bien, ce revenu déclaré auquel on va déduire, s'il en existe, les déficits des exercices antérieurs. Donc, si vous aviez eu des pertes les années précédentes, vous pouvez les diminuer au cours des années suivantes. Plus, et attention, là c'est une particularité des BIC, donc il y aura une majoration si l'entrepreneur n'est pas adhérent à un centre de gestion agréé. Les revenus imposables seront donc les revenus déclarés multipliés par un taux de majoration qu'on va voir en TD, puisque cette règle a récemment changé et je vous expliquerai ça plus en détail dans les TD. Donc, dans certains cas, le revenu imposable sera le revenu déclaré, s'il n'y a pas de déficit antérieur, et si l'entrepreneur est adhérent à un centre de gestion, revenu imposable sera égal au résultat déclaré, mais si l'entrepreneur n'est pas adhérent à un centre de gestion, eh bien, on pourra avoir une majoration du revenu imposable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre de gestion? Je vous l'ai mis en bas. Les centres de gestion agréés exercent des missions en matière de gestion et de prévention des difficultés économiques et financières, d'assistance et de prévention fiscale. Bon, blablabla. En gros, les centres de gestion sont là pour faire des pré-contrôles fiscaux. Et c'est pourquoi, si vous n'adhérez pas, enfin, si l'entrepreneur n'adhère pas, il y a une majoration de son revenu imposable. En gros, il y a une présomption que les entrepreneurs individuels vont frauder. Et on leur dit, si vous ne faites pas contrôler, on vous majore vos résultats d'un certain pourcentage. Cependant, comme on l'a appris il y a quelques jours, eh bien, cette obligation va disparaître progressivement jusqu'en 2023. Jusqu'à présent, la majoration du bénéfice lorsqu'on n'était pas adhérent d'un centre de gestion était de 25%. Jusqu'à l'année dernière, c'est ce que je vous disais à mes étudiants. À partir de 2020, eh bien, la majoration va diminuer de 5% tous les ans. Donc, pour les exercices 2020, la majoration ne sera plus que de 20%. 2021, la majoration ne sera plus de 15%. 2022, 10%. Et à partir de 2023, il n'y aura plus de pénalité si l'entrepreneur individuel n'est pas adhérent à un centre de gestion. Donc, vous voyez, cette règle-là va évoluer dans les prochaines années. Enfin, évolue dans les prochaines années. Ce qui me permet d'illustrer le fait qu'en fiscalité, rien n'est acquis, vous devez impérativement mettre à jour vos connaissances, car les règles sont amenées à changer tous les ans. Les barèmes, je n'en parle même pas, notamment l'impôt sur le revenu, il évolue tous les ans. On vient de voir donc le régime réel pour les BIC, c'est-à-dire pour les commerçants, pour les artisans. Maintenant, nous allons voir le régime réel pour les BNC, c'est-à-dire les professions libérales et toutes les autres professions qui ne rentrent dans aucune autre catégorie, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les BIC ou qui ne rentrent pas dans les bénéfices agricoles. Eh bien, pour les BNC, il y a une particularité.
Les BNC, eux, ne tiennent pas leur comptabilité selon les règles comptables habituelles. Dans le sens où vous apprenez un certain nombre de règles en comptabilité, notamment les règles d'engagement. C'est-à-dire que c'est une comptabilité qu'on appelle d'engagement que vous faites en comptabilité. À savoir que vous comptabilisez les produits même s'ils n'ont pas été transformés en trésorerie, et vous comptabilisez les charges même si elles n'ont pas été encore payées. C'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Vous enregistrez les dettes, vous enregistrez les créances. En BNC, cette notion-là n'existe pas. Et ce sont des professions pour lesquelles les revenus sont déterminés en fonction des produits réellement encaissés et des charges réellement décaissées, des charges réellement payées. Donc, le revenu fiscal à déclarer ici sera la somme des produits encaissés moins la somme des charges payées, plus on réintégrera de la même manière que dans les BIC les charges non déductibles fiscalement, on déduira de la même manière les produits non imposables fiscalement, et enfin on déduira les dotations d'amortissement comme vous le faites en comptabilité habituellement. Donc ici, la principale différence avec les BIC, c'est qu'on ne reprend pas un résultat, on ne reprend pas le résultat comptable. Ici, on fera la somme des produits encaissés, moins la somme des charges payées, et moins les dotations d'amortissement, et puis pour le reste, les retraitements sont les mêmes. De la même manière, le revenu, d'une autre manière de faire cette formule, eh bien, le revenu fiscal à déclarer, donc ça c'est la même formule dit différemment. En fait, c'est simplement tous les produits imposables encaissés, moins toutes les charges déductibles fiscalement payées, moins les dotations aux amortissements, si on veut simplifier la formule. Pour information, les bénéfices non commerciaux, donc les entrepreneurs en bénéfices non commerciaux, peuvent opter pour une déclaration, une détermination du résultat de type engagement, qui est similaire au régime des BIC. Donc une profession libérale, s'il le souhaite, peut opter pour avoir la même façon de déterminer son résultat qu'un BIC, c'est-à-dire utiliser une comptabilité d'engagement. Le revenu imposable pour un BNC, eh bien, ça va être un peu le même principe que les BIC, ça va être le revenu déclaré, le résultat déclaré, pardon, qu'on vient juste de voir avant, auquel on enlève les éventuels déficits antérieurs, et on majore, si l'entrepreneur n'est pas adhérent à une association de gestion agréée, eh bien, on va le majorer par un taux de majoration qui est le même que pour les BIC. Donc là, on est sur le même principe. On voit bien donc que pour les BNC, la principale différence, c'est qu'il n'y a pas de résultat comptable. Le résultat comptable n'est pas calculé selon les engagements, mais sur les encaissements-décaissements. Sinon, pour le reste, c'est relativement similaire. Alors, sous-famille du régime réel, c'est le régime réel simplifié. Ce régime réel simplifié permet en fait tout simplement d'alléger les obligations déclaratives. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer une vingtaine de pages de déclaration fiscale, eh bien, vous n'aurez qu'à envoyer une dizaine de pages. Autant dire que c'est vraiment une différence, surtout administrative. En termes de calcul, de résultat à déclarer du résultat imposable, il n'y a pas de changement. Ce sera exactement ce qu'on a vu précédemment. C'est donc juste la quantité de formalité qui est différente. À savoir que ce régime réel ne s'appliquera uniquement aux entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 789 000 € pour les activités de vente de biens, 238 000 € pour les activités de prestation de services. Donc plutôt des entreprises pas forcément très grandes. Deuxième grand régime d'imposition, le régime des micro-entrepreneurs, qu'on appelle anciennement auto-entreprise. Déjà, ce régime, à savoir, il ne peut s'appliquer que sur les petites activités. Donc des activités dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 170 000 € pour les activités de vente de biens, 70 000 € pour les activités de prestation de services. Méfiez-vous, pour ceux qui ça intéresse, les seuils sont différents des seuils de TVA. Donc vous pouvez très bien être micro-entrepreneur et être assujetti à TVA, puisque par exemple pour les prestations de services, le seuil de TVA est d'un peu plus de 30 000 €. Donc on peut très bien être micro-entrepreneur et être assujetti à TVA. Ce régime des micro-entrepreneurs, il est fait pour être simple. Donc, qui dit simple dit vous allez déclarer quelque chose de simple à analyser. Le revenu à déclarer, c'est simplement le chiffre d'affaires encaissé. Vous prenez le relevé bancaire, vous regardez tous les encaissements qui ont été réalisés pour les prestations de services, vous additionnez, vous déclarez ce chiffre d'affaires. Très simple à déclarer. Le revenu imposable, eh bien, le revenu imposable va être calculé de manière totalement forfaitaire, donc complètement décorrélé de la réalité de votre activité. Que vous ayez 10 millions de charges ou
zéro charge, votre résultat sera calculé exactement de la même manière. Votre bénéfice sera calculé de la même manière. Par contre, le bénéfice va dépendre de votre activité. Soit vous êtes un revendeur de biens, un commerçant, soit vous êtes un artisan, soit vous êtes un BNC, une profession libérale. Alors, dans le cas où vous êtes commerçant, le revenu imposable sera le chiffre d'affaires encaissé, moins un abattement complètement arbitraire de 71%. Donc là, on voit, on abat forfaitairement 71%. Pourquoi 71%? Eh bien, pourquoi pas? Ça représente en fait le coût estimé des marchandises. Donc en fait, on estime que vous faites une marge à 29%. Pourquoi? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour les artisans, même principe, vous prenez le chiffre d'affaires encaissé, mais cette fois-ci, vous allez enlever un abattement de 50%. De la même manière, hein, pourquoi? Pourquoi pas. Pour les BNC, les professions libérales qui exerceraient en micro-entrepreneur, eh bien, le revenu imposable sera le chiffre d'affaires encaissé moins un abattement forfaitaire de 34%. Encore une fois, fixé de manière totalement arbitraire. Donc, vous voyez bien, hein, le bénéfice est évalué de manière complètement forfaitaire, donc complètement décorrélé de votre activité réelle. Imaginez que vous avez, que un commerçant ne réalise que 10% de marge et a donc 90% de charge. Et vous voyez que ce régime-là n'est pas forcément bon pour lui parce qu'il va payer finalement sur un revenu, un revenu supérieur au revenu qu'il aura réellement perçu. Donc, il faut toujours se méfier des revenus forfaitaires. C'est simple, mais attention, ça peut très vite ne pas être avantageux. Alors, pour les micro-entrepreneurs, il existe une option qui peut être intéressante, mais qui peut aussi ne pas l'être, hein, comme c'est le cas pour toutes les options. Donc, il faut toujours étudier la question avant. Le régime fiscal des micro-entrepreneurs, le principe à déclarer est toujours le même. Le montant à déclarer, c'est le chiffre d'affaires encaissé. La différence, c'est que l'impôt sur le revenu sera calculé complètement à part des revenus des autres revenus du foyer. Donc, on avait dit en introduction que normalement, pour calculer l'impôt sur le revenu, on additionnait les revenus de tous les membres du foyer et de tout type de revenus. Eh bien, dans le régime optionnel des micro-entrepreneurs, c'est une exception. Ces revenus-là seront imposés à part, avec un taux propre à lui, vraiment séparé des autres revenus. Alors, l'impôt sera calculé cette fois-ci par contre tous les mois, sera recouvert par l'URSSAF et non pas par le centre des impôts. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, ne s'ajoutera pas aux autres revenus dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Là, les taux sont les taux sont fixés. Hein. L'impôt sur le revenu pour un commerçant sera calculé à hauteur de 1% du chiffre d'affaires encaissé. L'impôt sur le revenu pour un artisan sera calculé à hauteur de 1,7% du chiffre d'affaires encaissé. Et le revenu d'un avocat, par exemple, ou d'un BNC, sera le chiffre d'affaires encaissé fois 2,2%. Attention, ici, il n'y a pas de notion d'abattement. Hein. Il n'y a pas du tout la notion d'abattement qu'on vient de voir juste avant. Hein. Donc c'est vraiment le chiffre d'affaires encaissé fois le taux d'imposition. Pas d'abattement dans le régime optionnel. Hein. On va s'arrêter donc ici pour cette première partie. Donc là, nous avons vu aujourd'hui les principes de l'impôt sur le revenu et les revenus des activités professionnelles, La fois prochaine, nous étudierons donc deux parties, comment on détermine les revenus du patrimoine, et enfin, dans la dernière partie, la quatrième, comment on calcule l'impôt sur le revenu pour un foyer.